C'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. Les 9h18 à Paris, ça fait donc un peu moins de 20 minutes que les places financières européennes ont ouvert. Et tendance positive à l'ouverture sur des places européennes qui accueillent plutôt favorablement les bons résultats d'entreprises américaines. On voit ça tout de suite dans le détail. Pendant ce temps, l'euro reprend le chemin du $23 et les prix du pétrole repartent à la hausse. En Asie, les bourses ont évolué en baisse. La place de Tokyo, notamment, a clôturé dans le rouge, plombée par un yen fort. L'action HSBC perd du terrain à Hong Kong. Elle a perdu plus de 2%. L'actualité économique en France est marquée par le dossier PSA Peugeot Citroën. Le bras de fer se poursuit avec le gouvernement. Oui, après avoir reçu les syndicats hier pendant près de 2 heures, le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, recevra cet après-midi le patron de PSA, Philippe Varin. Il a également convié la famille Peugeot, actionnaire principal du groupe, pour comprendre sa stratégie. Mais derrière la volonté affichée du gouvernement, ses marges de manœuvre restent limitées. Les précisions de nos confrères de France 2. Hier, les syndicats, aujourd'hui Philippe Varin. Une rencontre très attendue entre le président du directoire de PSA et Arnaud Montebourg. Que peut exiger le ministre du redressement productif? Peut-il empêcher la fermeture du site d'Aulnay? A priori, non. Chez Peugeot, on assure qu'il n'y a pas d'autre solution. Les usines tournent à la moitié de leur capacité. Philippe Varin, lui, devrait renouveler ses engagements. Pas de licenciement sec. Sur les 3000 salariés d'Aulnay, la moitié pourrait rejoindre le site de Poissy, un site pourtant en difficulté. Pour les autres, Peugeot s'engage à contribuer à créer des emplois à Aulnay. Une entrevue à l'image de la méthode Montebourg, consultation, dialogue. La rencontre entre le ministre et le président du directoire de Peugeot aura lieu ce soir à 18h30. Arnaud Montebourg qui affirme ce matin avoir un vrai problème avec la stratégie du constructeur. On écoute le ministre du redressement productif. Il s'exprimait chez nos confrères de France Inter. Nous avons un vrai problème sur la stratégie de Peugeot, l'alliance avec General Motors, le comportement de l'actionnaire. Nous n'allons pas rester à, se contenter des allégations de la direction de Peugeot. Il y a les propositions des syndicats. Il y a l'analyse que nous ferons de la situation réelle. Donc le débat ne fait que commencer. Arnaud Montebourg qui en a dit un petit peu plus sur le plan d'aide à la filière qui sera dévoilé le 25 juillet. Alors il n'y aura pas de prime à la casse ni d'aide sans contrepartie. En revanche, l'État pourrait aider à l'achat de véhicules propres. Et dans ce contexte, comment se comporte l'action PSA sur les marchés? À l'ouverture, elle a gagné un petit peu plus de 1%, mais au cours des 4 dernières séances, elle a perdu plus de 19%. Depuis l'annonce ce jeudi de son plan d'économie, la valeur de l'entreprise est tombée à 2 milliards d'euros. Une crise de confiance. Les investisseurs craignent que le groupe ne puisse pas mener à bien son plan social. Et puis le gouvernement Ayrault veut aussi éviter la casse sociale dans le secteur de la téléphonie. Oui, les opérateurs ont été reçus hier par les ministres concernés. Fleur Pellerin, la ministre déléguée chargée notamment de l'innovation et de l'économie numérique, a annoncé des mesures à la rentrée pour soutenir ce secteur qui détruit des emplois. Bouygues et SFR ont déjà annoncé des plans sociaux. On passe maintenant au secteur bancaire. HSBC est sommé de s'expliquer par les sénateurs américains face aux accusations de blanchiment d'argent. La banque britannique reconnaît des défaillances et présente des excuses. Après la publication d'un rapport accablant, l'état-major du géant bancaire a présenté ses excuses face au Sénat américain. En pleine audition, son responsable de la déontologie a annoncé sa démission. D'autres têtes pourraient tomber dans cette affaire où le groupe britannique est accusé de blanchiment d'argent lié au trafic de drogue et au terrorisme. Les précisions de Sandrine Gomez. Des milliards de dollars blanchis au profit de narcotrafiquants ou de groupes terroristes. Le rapport contre HSBC est accablant. Prévenu par la banque depuis plusieurs jours, ces cadres dirigeants américains, auditionnés par une commission du Sénat, ont présenté 2 plates excuses. Nous présentons nos excuses au sujet du fait que la HSBC n'a pas été à la hauteur des attentes de nos régulateurs, de nos clients, de nos employés et des citoyens. 355 pages qui mettent en cause les pratiques de la filiale américaine d'HSBC, notamment des transactions secrètes avec l'Iran pendant 6 ans, au mépris d'un embargo imposé par les États-Unis. Pointé du doigt également des opérations avec une banque saoudienne liée à Al-Qaïda ou encore des activités illégales avec le Mexique. La banque aurait fermé les yeux sur l'origine des fonds émanant du narcotrafic.
Le responsable des réglementations d'HSBC a reconnu qu'il y avait eu des allégations selon lesquelles près de 70% des opérations de blanchiment d'argent transitaient par la branche d'HSBC au Mexique. Il a dit que la direction de la banque n'en avait rien à faire des contrôles anti-blanchiment. Difficile de répondre à de tels manquements pour le responsable du respect des réglementations de la banque qui annonce sa démission en forme de mea culpa. Je reconnais qu'il y a eu des domaines dans lesquels nous avons eu des défaillances significatives. Également dans le collimateur du Sénat, l'OCC, principale autorité de régulation financière aux États-Unis. Pour HSBC, les ennuis judiciaires ne font que commencer. 75 cadres de la banque devraient encore être entendus. L'enjeu est de taille pour le groupe britannique. Il risque une lourde amende, mais aussi plus grave, une interdiction d'exercer ses activités outre-Atlantique. Et puis on vient à présent sur le discours hier du patron de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke, devant la commission bancaire du Sénat. Oui, il a dressé un sombre bilan de l'état de santé de l'économie américaine avec une croissance en berne et un marché de l'emploi qui peine désespérément à se ressaisir. Pour autant, Ben Bernanke n'a pas annoncé de nouvelles mesures de soutien, comme par exemple une nouvelle vague de rachat massif de dettes souveraines, même si selon lui, la Banque centrale se tient prête à agir si nécessaire, à savoir si la situation de l'emploi s'aggravait ou si la déflation pointait le bout de son nez. Le patron de la Réserve fédérale s'est aussi exprimé sur le scandale des manipulations du Libor, ce taux interbancaire offert à Londres et qui sert de base de calcul des taux pour les crédits des ménages et des entreprises. On écoute Ben Bernanke. Nous devons continuer de plaider pour une réforme du fonctionnement du Libor. Il a été mis en place par une organisation privée britannique. Nous avons donc peu d'influence. Sur les 3 banques américaines qui participent au Libor, 2 de ces banques ont rapporté qu'il leur avait été demandé des informations par les agences chargées de l'enquête. Nous suivons cela de très près. Nous verrons ce qui arrive et nous tenons prêts à aider les enquêteurs. Cette initiative originale, à présent, les touristes allemands pourraient recevoir une prime pour aller en vacances en Grèce. Oui, c'est une proposition des députés libéraux, membres de la coalition gouvernementale. L'idée est d'inciter les Allemands à passer leurs vacances dans des pays d'Europe du Sud, en particulier en Grèce. Une sorte de programme européen, selon eux, pour relancer la conjoncture. Selon la Fédération allemande de voyage, les réservations à destination de ces pays ont bien démarré cette année, surtout pour l'Espagne, deuxième destination préférée des Allemands après l'Allemagne. En revanche, en Grèce, elles ont démarré un peu moins fort que l'an passé. Et puis en Espagne, justement, une semaine après l'annonce d'une nouvelle cure d'austérité, eh bien, le roi doit lui aussi se serrer la ceinture. Oui, Juan Carlos va baisser son salaire d'un peu plus de 7%, soit 21 000 € en moins par an. 7%, c'est un peu la baisse, c'est à peu près la baisse du traitement des fonctionnaires. Et c'est une façon, sans doute, pour le roi de tenter de redorer son blason, mis à mal par son accident de chasse aux éléphants en avril dernier, lors d'un safari à 30 000 €, qui est en pleine crise économique, a eu du mal à passer dans l'opinion. On peut le comprendre. Merci beaucoup, Karina. C'était le journal de l'économie. Restez avec nous dans un instant. Un nouveau journal vous est présenté par Elisabeth Alain.